quelque chose ou est-ce que finalement ça n'aura servi à rien? Oui, elle a servi à quelque chose parce qu'en fait, elle a permis de mettre d'accord les socialistes avec le bloc présidentiel allié aux Républicains. Dans la mesure où en fait, les socialistes étaient partagés entre deux choses depuis la censure de Michel Barnier. La première, ça a été rappelé par Daïc, c'était le sens de responsabilité. C'est un parti de gouvernement, ils ont gouverné la France à 2 reprises avec François Mitterrand, avec François Hollande également. Et aujourd'hui, une partie de leurs électeurs leur disent, il nous faut un budget, parce que s'il n'y a pas de budget, le pays est dans une instabilité politique très forte, l'activité économique n'est pas en capacité de reprendre et surtout, les fonctionnaires ne peuvent pas embaucher. Il faut quand même le rappeler, les fonctionnaires votent massivement pour la gauche et le Parti socialiste. Et autre point, et qui est important pour eux à 1 an des élections municipales, les collectivités territoriales ont un flou sur leur budget dans la mesure où c'est avec le budget, avec la dotation globale de fonctionnement qu'ils peuvent adopter le leur et lancer les investissements publics. Donc il y avait un certain nombre d'acteurs qui poussaient les dirigeants socialistes à faire voter le budget. Mais malgré tout, il faut quand même le rappeler, une grande partie et la totalité des députés socialistes ont été élus dans l'opposition à Emmanuel Macron. Donc ils doivent osciller entre soutenir Emmanuel Macron et être dans l'opposition. Et ils ont adopté un grand art du Congrès à la socialiste, un art de la compromis, c'est-à-dire on va soutenir le budget et on s'opposera au gouvernement Bayrou dès le lendemain de l'adoption du budget pour revenir dans le NFP et dans l'opposition à François Bayrou, à sa politique, et également à Emmanuel Macron. C'est à peu près pour ça qu'ils ont fait ça. Ensuite, après, pourquoi est-ce que la CMP a été conclusive et pourquoi est-ce que Bayrou s'en sort mieux que Michel Barnier? Et surtout, pourquoi il doit quand même dégainer le 49.3 pour nos téléspectateurs? Parce que c'est ça qui est un peu contre-intuitif. C'est ça la difficulté, en fait, c'est qu'en fait, comme les socialistes doivent laisser passer un budget, mais ils ne peuvent pas le voter parce qu'en fait, le budget est très symbolique. Lorsque vous votez un budget, vous faites partie de la majorité. Lorsque vous votez contre un budget, vous faites partie de l'opposition. Les socialistes, ils ont un jeu difficile, c'est qu'ils sont dans l'opposition, mais ils doivent laisser passer le budget. Et François Bayrou n'aura pas les voix nécessaires sans 49.3 dans la mesure où et le NFP et le RN voteraient contre les deux budgets du EPLF et du PLFSS s'ils le passaient normalement. Et avec le 49.3, il permet de le faire passer sans vote. On le juge sur le budget, il est tombé sur le budget. François Bayrou pourrait passer cette étape suivante qui est celle du budget, mais tomber sur celle encore d'après. De toute façon, François Bayrou sait qu'à tout moment, il peut tomber dès qu'il y a une alliance entre le NFP et le Rassemblement national, parce que les deux coalitions ont les votes nécessaires pour faire adopter une motion de censure. L'enjeu de François Bayrou, et on le voit à sa composition de gouvernement, c'est qu'en fait, il se dit que sur les questions économiques et sociales, il faut plutôt essayer de convaincre le Parti socialiste, parce que ce sera plus simple de convaincre le Parti socialiste de voter notre politique économique et sociale à l'occasion du budget. Pour l'instant, sa politique a plutôt réussi, et c'est pour ça qu'il choisit Éric Lombard au ministère de l'économie, parce que c'est un ami d'Olivier Faure, parce que c'est un ancien cadre socialiste, en même temps, dans les cabinets de Michel Sapin, etc. Sur les questions des valeurs, en fait, là, ce qu'il espère, notamment dans la mesure où il n'y aura pas d'accord possible avec le Parti socialiste et le Nouveau Front populaire, c'est qu'on le voit très bien, il a choisi de mettre Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, en tout cas de le conserver, et de l'adjoindre de Gérald Darmanin au ministère de la Justice. Lorsque vous prenez un tandem comme ça, vous donnez des signaux très clairs que sur les questions régaliennes, vous parlez davantage au Rassemblement national. Et donc je pense que son sujet est là. Sur les questions économiques et sociales, il va parler davantage à gauche. Sur les questions régaliennes, il va parler davantage à droite. C'est un peu le nouveau en même temps de François Bayrou, ou qu'on pourrait appeler ni de gauche ni de droite, mais c'est un peu ça, sa nouvelle version du macronisme en 2025. En tout cas, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des arguments qu'elle cite, alors qu'elle est présidente de la Commission des affaires économiques, qui sont quand même pas totalement exacts. C'est-à-dire qu'elle dit que le budget est austéritaire, qu'on n'a pas connu un budget austéritaire depuis 25 ans. Or, ce n'est pas totalement vrai, parce que quand vous regardez en détail, les dépenses de l'État vont augmenter, les dépenses de la sécurité sociale vont augmenter, alors qu'on a déjà connu des budgets, notamment en 2012, en pleine crise des dettes souveraines, que le budget en valeur absolue avait baissé. Là, malgré les mesures dites austéritaires de François Bayrou, les dépenses vont augmenter entre 1,5 et 2,5%. C'est-à-dire que les dépenses vont quand même augmenter. L'autre point aussi, qui est important, c'est qu'en fait, lorsqu'elle dit et qu'elle revient sur l'ensemble des mesures, elle ne cite jamais à aucun moment les mesures obtenues grâce aux concessions, obtenues grâce au Parti socialiste, notamment le fait qu'on ne supprime pas et qu'on revienne sur les 4000 suppressions de professeurs et qu'il y avait un ensemble de lignes rouges qui ont été posées. Et donc, c'est difficile pour elle de dire qu'en fait, le budget de Bayrou est entre guillemets pire que le budget Barnier, dans la mesure où quand même Barnier était quand même considéré comme plus à droite que François Bayrou. Et Bayrou a un objectif de baisse de dépenses qui est plutôt de 50 milliards plutôt que 60, ce qui était l'objectif de Michel Barnier. Sur la question politique maintenant, en fait, je pense qu'ils ont une difficulté majeure, la France insoumise, c'est qu'ils veulent et ils sont obligés de faire l'union parce que tous les électeurs de gauche leur demandent de faire l'union depuis la dernière élection présidentielle, en considérant que c'est en raison du fait qu'il n'y ait pas eu d'union que Jean-Luc Mélenchon ait loupé l'étape nécessaire pour être qualifié au deuxième tour parce qu'il lui manquait 400 000 voix qu'il aurait pu obtenir s'il avait le soutien de Fabien Roussel, Anne Hidalgo et de Yannick Jadot, si je ne me trompe pas. Là maintenant, il a ça en poids, mais dans le même temps, il veut rester hégémonique à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, il considère que c'est la France insoumise qui décident pour la NUPES et pour maintenant le NFP. Donc c'est eux qui décident qui fait partie de l'Alliance, qui ne fait pas partie de l'Alliance. C'est eux qui décident quelle est la ligne. Et lorsque vous sortez de la ligne, à aucun moment vous avez des réunions entre eux, hormis peut-être pour désigner Lucie Castet, pour décider de quelle sera la ligne. En fait, ils considèrent que voilà,
pour être dans le NFP, il faut s'opposer à François Bayrou. Mais à aucun moment, les différents dirigeants du NFP se sont réunis pour acter cette ligne politique. C'est Mélenchon avec Bompard qui s'est réuni tout seul pour se dire, voilà, ça va être ça la ligne du nouveau Front populaire. Et l'autre point aussi, je pense, qui est préjudiciable pour la France insoumise, c'est que les derniers événements, notamment les dernières élections, montrent quand même que leur stratégie est invalidée. Vous parliez tout à l'heure des sondages, et en fait, les différents sondages montrent que l'opinion publique va davantage sur la ligne des socialistes que sur la ligne de la France insoumise, avec deux chiffres qui sont marquants. Je crois qu'il y a 80% des Français qui considèrent qu'il vaut mieux avoir un budget, même si c'est un mauvais budget. Et l'autre point aussi, ça a été rappelé, que une grande majorité des Français ne veulent pas censurer François Bayrou, et c'est majoritaire auprès des électeurs socialistes. Je suis plutôt d'accord. En fait, depuis le début et depuis la dissolution et les résultats des élections législatives, on voit à peu près que la position de Marine Tondelier est à peu près la chose suivante. Elle essaie de se mettre pile au milieu entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, parfois en donnant un point à Olivier Faure, parfois en donnant un point à Mélenchon, mais surtout pour faire exister et pour faire tenir le nouveau Front populaire. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Premièrement, en fait, parce qu'on voit que cette posture lui a fait gagner beaucoup de points auprès des électeurs de gauche, parce qu'elle-même, sa cote de popularité a explosé auprès des sympathisants de gauche, notamment du nouveau Front populaire, parce qu'en fait, elle est garante d'une des préoccupations principales des électeurs de gauche, qui est celle de l'unité. L'autre point aussi, c'est que les écologistes ont quand même des défaites électorales depuis l'élection présidentielle de 2022, alors qu'ils avaient plutôt des bons résultats lors des élections européennes de 2019 et des élections municipales de 2020. Depuis 2022, ils perdent scrutin après scrutin. L'élection présidentielle, les deux élections législatives, et qu'en fait, sans Mélenchon, ils ne peuvent pas gagner les élections législatives. Et sans le Parti socialiste, ils ne peuvent pas gagner les élections municipales. Donc ils ont besoin et de Mélenchon et d'Olivier Faure pour maintenir leur siège et pour maintenir leur position. Et puis après, aussi pour une raison simple, c'est qu'en fait, eux-mêmes sont assez divisés. D'un côté, quand vous prenez le groupe des écologistes ou même la composition du parti, vous avez aussi bien des gens comme Yannick Jadot que maintenant dans le groupe des anciens insoumis comme Alexis Corbière. Et ces deux-là, en fait, font qu'il y a deux tendances au sein des écologistes, des sociodémocrates et des gens qui sont plutôt de gauche révolutionnaire. Qu'elle peut changer quelque chose avec l'annonce effectivement du Parti socialiste de ne pas voter cette censure? Normalement non, à moins qu'il y ait des défections au sein du Parti socialiste, 23, ou si par cas il y a davantage de LIOT, donc Liberté, Territoire, Outre-mer, Indépendants et Outre-mer, qui se joignaient à la motion de censure, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc en fait les députés du Rassemblement national peuvent voter la censure ou ne pas voter la censure, ça ne regarde quasiment eux, il n'y aura pas d'incidence sur le fait de renverser François Bayrou. Ensuite, après, est-ce qu'il y aura une incidence sur leur position et sur leur avenir politique? Peut-être, et à ce moment-là, c'est peut-être Marine Le Pen et son groupe parlementaire qui doit se poser les questions. Ils tenaient les règles du jeu lorsque c'était Michel Barnier qui était aux manettes, c'est-à-dire que c'est eux qui décidaient quelles étaient les lignes à suivre. Ils étaient à peu près à la place du Parti socialiste aujourd'hui. C'est eux qui dictaient s'il fallait prendre des lignes rouges, s'il ne fallait pas prendre des lignes rouges, s'il fallait nommer ou pas Xavier Bertrand à Matignon ou à Place Vendôme. Aujourd'hui, je ne dirais pas que François Bayrou ne se préoccupe pas d'eux, mais en tout cas sur la composition et sur l'élaboration du budget, il ne prend pas en compte l'avis du Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national peut émettre des positions. On a l'impression que Éric Lombard et Amélie de Montchalin et François Bayrou ne les écoutent pas. C'est-à-dire que Marine Le Pen est passée de faiseuse de roi et faiseuse du budget à dans l'opposition et peut-être utile à François Bayrou, mais en tout cas pas sur la composition du budget. Et à ce moment-là, elle a une difficulté vis-à-vis de ses électeurs, parce qu'en fait, une grande partie des électeurs ont voté pour des députés pour qu'ils soient utiles. Or, aujourd'hui, si vous vous mettez à la place d'un électeur du Rassemblement national, est-ce qu'il considère que Marine Le Pen a eu raison de censurer Barnier? Peut-être, parce que le budget n'était peut-être pas bon aux yeux des électeurs du Rassemblement national, mais aujourd'hui, peut-être qu'il se pose la question sur est-ce que c'était vraiment la bonne décision, dans la mesure où Marine Le Pen a perdu son pouvoir, qui était celle de faire et de défaire les gouvernements, faire ou défaire les budgets. Et aujourd'hui, elle a perdu sa crédibilité. Et je pense qu'il y a un point qui va lui coûter très cher aussi, c'est son incapacité à rester constante. C'est-à-dire que si vous prenez Marine Le Pen avec une voix importante depuis 2022, en décembre 2023, elle avait dit qu'elle ne voterait pas la loi immigration, puis finalement la voter. Elle avait dit qu'elle ne censurait pas Michel Barnier pour finalement le censurer. Un manque de fiabilité. Peut-être qu'il y a un manque de fiabilité et un manque de constance. Ça ne coûte pas cher pour ses électeurs actuels, mais est-ce que ça lui coûte éventuellement cher pour ses électeurs potentiels qu'elle doit séduire pour casser le fameux plafond de verre et atteindre les fameux 51%, il y a une difficulté, une interrogation à ce niveau-là. Véronique Resson-Matignon. Oui, il est soulagé. C'est pour ça qu'une grande partie des députés Renaissance sont soulagés également, parce qu'ils ont réussi à faire passer la première étape, ils vont réussir à faire passer la première étape, qui est celle de faire adopter un budget, ce qui valide le récit d'Emmanuel Macron et son choix, notamment de composer un socle commun allié aux Républicains, parce que c'est la seule manière de faire adopter un budget, selon lui, après les consultations menées en septembre, puis en décembre dernier. Le deuxième point aussi, c'est que ça évite éventuellement une crise gouvernementale et le fait que la
France prolonge son aventure sans budget. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait pu donner si la France était dans une instabilité gouvernementale avec Bayrou qui tombait ou l'ensemble des premiers ministres qui tombaient toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines et que la France n'avait pas de budget, bah forcément ça faisait porter une responsabilité directement sur le chef, donc Emmanuel Macron, c'est lui le responsable de la situation, c'est lui qui a dissous, donc le seul moyen de déverrouiller l'action, c'est de faire tomber le président de la République. En vrai, c'est pas exactement ça parce que le nouveau président de la République n'aurait pas pu dissoudre avant juillet prochain, voire avant septembre prochain. Mais le dernier point, et qui est le plus important, je pense, c'est qu'en fait, ils ont réussi à montrer aussi leur identité politique. Qu'est-ce que c'est que l'identité politique du macronisme de manière originale ? C'est celle de François Bayrou également, parce qu'il avait exactement les mêmes idées lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. C'est de faire une alliance et de tirer le meilleur de la droite et de la gauche en tirant ce qu'on appelle des compromis. Et là, ils ont montré par l'exemple qu'ils ont réussi à faire des concessions sur leur propre programme pour débloquer une situation et aboutir à un compromis. Ce n'est pas la meilleure situation, tout le monde le conviendra. Le Parti socialiste n'est pas content du budget, Bayrou n'est pas content du budget, la majorité n'est pas contente du budget, les Républicains aussi. Mais au final, tout le monde est à peu près gagnant parce qu'ils réussissent à sauver la face et surtout à répondre aux électeurs qui en avaient marre de la situation et qui disaient très exactement les politiques ne pensent exactement qu'à eux-mêmes et pas aux intérêts de la France et des Français. Et là,